Alors, on y va. Exercice 1. Bon, on a A, une matrice dans Mn. De C, on est sur C. Hein, et puis, voilà, on prend une racine carrée de A. Bon, on voit ce que c'est. R de A, l'ensemble des racines carrées de A. Ça ne va pas être tellement utilisé par la suite, mais bon, voilà, au tout début au moins. Et il faut montrer que R de A et R de B sont en bijection à partir du moment où A et B sont semblables. Bon, alors c'est facile. Hein. Si elles sont semblables, c'est qu'il y a une matrice de passage P qui envoie A sur B, et la bijection, elle va être donnée par P. Voilà. Alors faites attention, c'est quand même une première question. Il faut bien montrer que c'est bien défini, dans le sens que si M est une racine carrée de A, alors PM, P-1 est bien une racine carrée de B. C'est assez immédiat, mais il faut le dire. C'est injectif, parce que comme c'est la conjugaison, l'injectivité se conserve par restriction, mais il faut faire attention, la surjectivité ne se conserve pas par co-restriction. Hein, donc ça, il faut montrer que c'est surjectif. Il ne suffit pas de dire que cette application est bijective de Mn dans Mn. Faut donner l'inverse d'un élément, puis la réciproque, elle est facile, c'est P-1 M P. Donc là, c'est vraiment facile. Alors ensuite, il fallait montrer que si alpha est dans C, alors R de alpha IN est une réunion de classes de similitude. Alors là déjà, je ne sais pas si le vide peut être vu comme une réunion de classes de similitude. Est-ce qu'on est censé montrer que c'est non vide? Moi, je le ferais comme ça, par acquis de conscience, parce qu'on est quand même sur C, et donc le fait que C est algébriquement clos va faire qu'on va avoir au moins une solution évidente avec une racine carrée de alpha fois IN. Mais là, c'était pas clairement posé. Bon, on peut se demander. Moi, je le ferai. Bon. Maintenant, une réunion de classes de similitude, ça veut dire que si M est dedans, alors PM, P-1 est aussi dedans pour tout P dans GLN de C. Et là, c'est assez évident parce que on a, si M2 est égal à alpha IN et P dans GLN de C, ben, on a ça. Donc, il faut montrer que ça, c'est encore une racine carrée de alpha IN. Et comme alpha IN commute, on a ça. Alors, justement, hein, il y a juste cette question sur est-ce qu'on attendait qu'on dise non vide. Moi, j'attendrais ça plutôt de l'énoncé. Ensuite, déterminer le nombre de classes de similitude dont est constitué R de IN. Alors, effectivement, là, R de IN, on sait que c'est une réunion de classes de similitude. Bon, bah, on va dire la chose suivante, c'est que si M2 égale IN, alors M est diagonalisable. Bah, pourquoi? Parce qu'on est sur C, et que X2 moins 1 est un polynôme sin des simples sur C, qui annule M. Donc voilà. Donc comme M est diagonalisable, bah, les classes de similitude, elles sont caractérisées par le spectre, avec multiplicité, bien sûr. Quand on connaît le spectre, bah, on connaît la matrice, en tout cas une matrice diagonale, on peut dire la matrice diagonale à permutation près, qui est dans la classe de similitude. De plus, les valeurs propres bah, sont incluses dans 1 et moins 1. Réciproquement, quand on a une matrice diagonalisable avec valeur propre incluse dans 1 et moins 1, bah, on a bien une racine carrée d'identité. C'est très facile. Donc, il suffit de choisir les multiplicités pour 1 et moins 1. Et donc, il suffit de choisir donc, la multiplicité de moins 1, puisque la multiplicité de 1 va s'aligner. Et donc, il faut choisir entre 0 et n. Et donc, on a n plus 1 classe de similitude. Bon, finalement, c'est ce qu'on appelle les symétries. Hein, c'est l'étude des symétries. Alors, 4 maintenant. Déterminer le nombre de classes de similitude dont est constitué l'ensemble R de 0 des racines carrées de la matrice nulle de Mn de C. Donc, ça fait
référence toujours au petit 2, où on sait déjà que c'est une réunion de classe de similitude, donc là c'est bien. Et on pourra utiliser la décomposition de Jordan qui était rappelée au début. Donc, chaque classe de similitude, d'après ce qui a été rappelé, elle est caractérisée par son élément de forme normale, c'est-à-dire le bloc de Jordan de la classe de similitude qui est nilpotente, hein, parce que, évidemment, comme M2 est égal à 0, cette fois-ci, on a une classe nilpotente, donc on a des blocs de Jordan nilpotents. Et quand on va mettre au carré M, et qu'on a 0, ça veut dire que comme M est égal à P fois la matrice de Jordan fois P-1, eh bien, ça veut dire que cette matrice de Jordan J, on va l'appeler J carré est égal à 0 aussi, et donc que tous les blocs de Jordan au carré s'annulent. Or, les blocs de Jordan indécomposables, qui sont dans les blocs de la matrice J, eh bien, ils s'annulent si et seulement si, comme l'indice du bloc de Jordan, JK, c'est K, eh bien, il s'annule si K est égal à 1 ou 2. Mais ça ne s'annule pas pour 3, évidemment, et au-delà. Donc, ça veut dire que la taille est inférieure à 2. D'accord ? Donc, on veut compter le nombre de classes de similitude, cela revient à compter la façon de partitionner le nombre n avec des 1 et des 2. Alors, de combien de manières on peut partitionner n avec des 1 et des 2, ce qui va permettre justement de partitionner cette matrice diagonale par bloc avec des blocs de taille 1 et de taille 2. Donc, il suffit de mettre les blocs de taille 2, et puis ensuite, le reste, on remplira avec les blocs de taille 1. Donc, si n égale 2m, des blocs de taille 2, je peux en mettre m plus 1, c'est-à-dire de 0 à m. Si n égale 2m plus 1, eh bien, je peux en mettre aussi m plus 1, parce que ça va coincer au niveau du dernier. Donc, c'est toujours m plus 1. Voilà. Donc, en général, ça va être la partie entière inférieure de n sur 2, le tout plus 1. Voilà. Alors, on suppose dans cette question que A est diagonalisable, ses valeurs propres sont 2 A2 distinctes. On fixe une matrice P dans GLN de C, telle que PA, P-1 est diagonale. Donc, ça fait beaucoup de choses. Diagonalisable, valeurs propres 2 A2 distinctes, il faut bien lire l'énoncé. Et là, ça, c'est diagonal, puisque de toute façon, c'est diagonal. Donc, ça veut dire que c'est diagonal avec que des éléments distincts. Montrer que M est une racine, que si M est une racine carrée de A, alors PM, P-1 est également diagonale, carrément diagonale. Donc, on pose avec cette même matrice P, N égale PM, P-1, donc M commute avec M2, M2 c'est A, donc M commute avec A. Donc maintenant, si M commute avec A, ça veut dire que PM, P-1 commute avec PA, P-1. Ça veut dire que N commute avec D. Mais si N commute avec D, ça veut dire que N laisse stable chaque sous-espace propre de D. Mais comme les valeurs propres sont distinctes, Z2 distinctes, chaque sous-espace propre est de dimension 1, et comme D est diagonale, ces sous-espaces propres, ils sont juste engendrés par chaque vecteur de la base canonique de Cn. Donc ça veut dire que N laisse fixe chaque droite canonique, et donc N est diagonale. Voilà, donc P, MP-1 est diagonale, c'est ça qu'on nous a demandé. Alors maintenant, on nous demande d'en déduire le nombre de racines carrées de A. On regarde déjà le nombre de racines carrées de D. D'accord ? Et on va dire que ce nombre de racines carrées, par le 1, est en bijection avec le nombre de racines carrées de A. Voilà. Et le nombre de racines carrées de D, étant donné que c'est diagonal et que N2 est égal à D, N2 étant égal à D, ça va faire que les coefficients de la diagonale ont pour carré
les coefficients de la diagonale de D. Et là, on se sert du fait que c'est algébriquement clos, hein, quadratiquement clos, mais bon, algébriquement clos. Alors, si on a 0, il y a une seule racine carrée. Si on a un non nul sur la diagonale de D, on a 2 racines carrées. Donc, ça veut dire qu'on va avoir pour grand N 2 puissance N possibilités qui correspondent à 2 possibilités par élément de la diagonale de N, si A est inversible. C'est-à-dire, si A est inversible, ça revient à dire que D est inversible. Hein, donc D n'a aucun élément nul sur la diagonale. Et 2 puissance n-1 sinon, puisqu'on va avoir n-1 choix, puisque c'est 2 à 2 distincts. Hein, donc s'il y a 0, c'est 0 et racine simple. Bon, après, on fait bien les réciproques, hein, pour montrer que réciproquement, ça marche bien. Et il faut rappeler la bijection du 1 pour voir qu'on en a le même nombre pour A. Donner un exemple de matrice A dans M2 de C, diagonalisable, dont au moins une racine carrée n'est pas diagonalisable. Bon, il suffit de prendre A égale 0 et de prendre le bloc de Jordan de taille indécomposable, de taille 2, nilpotent. Hein. Et ça va faire A qui est diagonalisable, c'est nul, donc c'est diagonal carrément. Et le bloc de Jordan qui n'est pas diagonalisable parce qu'il est nilpotent, non nul. La matrice moins IN admet-elle des racines carrées dans Mn de R? Bon, ça c'est un grand classique. Si n est impair, ben non, à cause du déterminant, parce que là on est maintenant dans R. Donc si m au carré est égal à moins IN, ben, le déterminant de m au carré est égal à moins 1, si n est impair. Et ça, c'est pas possible. Et si n est pair, ben, c'est facile avec la matrice compagnon de xe2 plus 1. On prend une matrice, on peut construire une matrice par bloc, comme ceci. Et quand on prend le carré d'un bloc, ça fait la diagonale de moins 1. Donc, quand on prend une matrice par bloc, ben, voilà, on va avoir la diagonale des moins 1, mais ça demande évidemment que la dimension soit paire. Démontrer que la matrice J2n carré est semblable à la matrice diag JN, JN, et cette matrice-là à celle-là. Bon. Alors, ce serait délicat de le faire avec des matrices de passage. Il vaut mieux faire directement le changement de base. Et parce que J2n, c'est quand même une matrice compagnon, donc elle est très facile à comprendre au niveau des bases. Donc regardez, J2n, ça envoie EK sur EK-1 par définition. Bon, puis le dernier, hein, je n'ai pas mis, mais E1 est envoyé sur 0. Oui, donc ici, ce n'est pas pour K égale 1, et E1 est envoyé sur 0. Donc J2n carré, cette matrice-là va être vue comme un endomorphisme dans la base canonique, et on va regarder sur une autre base. Et on va regarder sur la base, bon, alors là, j'ai mis, c'est E indice 2n, hein, il y a une typo. Là, il y a E indice 2n-2, E2, et puis ensuite, on fait juste que réordonner la base canonique. Hein. E2n, E2n-2, E2, et ensuite on repart au rang impair décroissant. Donc rang pair décroissant, rang impair décroissant. Et maintenant, lui, J2n2 va s'envoyer va envoyer E2n sur E2n2, puisque J2n envoie E2n sur E2n-1 et E2n-1 sur E2n-2, etc. Donc on va sauter de 2 en 2, une espèce de saut de mouton, et E2, ça va être envoyé sur 0 par J2n2. Et pareil, on fait saut de mouton ici. Et donc ici, on retrouve matriciellement Jn et là Jn. Alors avec J2n plus 1, c'est pareil, sauf qu'on va avoir Jn et Jn plus 1. C'est vraiment analogue, c'est très facile à faire. Trouver la bonne base, ça s'écrit comme ça. Alors bien sûr, on met Jn d'abord et Jn plus 1 après, parce que là, on veut toujours, dans le problème, en tout cas ici, on veut ordonner les partitions par ordre croissant.
Donc, on a n plus petit que ou égal à n plus 1. On suppose dans cette question que A est nilpotente. A est donc semblable à une unique matrice de cette forme-là, d'accord? Donc ça, c'est toujours les blocs de Jordan, avec, en ordonnant, vous voyez, ça, on ordonne du plus petit jusqu'au plus grand. Alors, on nous demande si A admet une racine carrée dans 3 cas différents, et ensuite de décrire brièvement, en langage naturel, un algorithme qui permet de déterminer si la matrice A est une racine carrée à partir de la donnée de la suite ordonnée N1 jusqu'à Nr. Alors, faut faire une petite discussion préalable. Alors, on part d'une matrice, d'accord, nilpotente, qui est attachée à une partition, donc N1 plus petit que, jusqu'à plus petit que Nr. D'accord, comme c'était fait, comme ça a été dit tout à l'heure. Alors, son carré, d'après petit 7, ça va être lié à une partition, mais cette fois-ci, je n'ordonne pas la partition parce que j'aurais du mal à l'écrire. Je sais que N1 va correspondre à N1 sur 2 en partie entière inférieure ici, et N1 sur 2 plus 1 d'après ça, hein, avec E1 égale 0 ou 1 selon si N et 1 est pair ou impair. Donc c'est exactement ce qu'on a ici, c'est-à-dire que N va aller vers 2N va aller vers NN, et 2N plus 1 va aller vers NN plus 1. Donc c'est exactement ce que j'ai écrit, bon, voilà, de façon un peu plus formelle. Mais ici, ça peut se catapulter parce que je n'affirme pas que c'est une suite ordonnée ici. Il va falloir réordonner, mais pas grand-chose à réordonner. Alors, il faut faire attention au cas particulier. Il y a un cas particulier, alors ça aussi, il y a un petit truc dans le problème là que j'ai trouvé un peu délicat, c'est que on dit n sera un entier supérieur ou égal à 1, mais en fait, quand on parle de J2n plus 1, il fallait faire le cas n égale 0. Alors qu'au tout début, n sera dit un entier voilà, supérieur ou égal à 1. Donc ça fait qu'on arrive ici avec une partie qu'on n'a pas faite, et qui aurait dû faire partie de 7, c'est que 1, donc juste J1, ça va correspondre d'après ça à J0 et 1. Mais le bloc J0, c'est un bloc vide. C'est ça le problème. Bon, alors après, l'épreuve, il y avait une question pour nous faire réagir vis-à-vis de ce bloc vide. Mais quand même, on aurait dû en parler dans 7, à mon avis. Et en fait, il y a un cas particulier, c'est que quand on a 1 tout seul, alors 1, on peut le remplacer par 0, 1. Avec lui, le bloc vide, pour continuer à appliquer cette formule-là. Voilà. Maintenant, on va réordonner. Mais le réordonnage, il va poser... Les choses risquent de se catapulter entre un nombre ni et le nombre suivant, ni plus 1. Et on va regarder comment ça peut se catapulter. Donc, regardons les choses 2 par 2, et puis ensuite, cas par cas, ça va... Un cas par cas, J par J, on va dire, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, on va comprendre comment ça se passe. Le problème, quand on va réordonner, ça se pose uniquement si la différence entre ni et ni plus 1 est égale à 0 ou 1. Voilà. Si c'est 2, il n'y aura pas besoin de réordonner. Donc, regardons les choses 2 par 2. On a 2n, 2n, ça va donner n, 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 n. D'accord ? Vous voyez ? Bon. 2n, 2n plus 1, ça va donner n, n, à cause du 2n, et n, n plus 1. C'est ce qu'on a ici comme partition. Donc là, ça se réordonne assez bien. 2n moins 1, 2n, on va avoir n moins 1, n, n, n. Donc ça se réordonne assez bien aussi. Et 2n plus 1, 2n plus 1, là, ça se réordonne pas naturellement, il faut le faire à la main. Parce qu'ici, on va avoir nn plus 1, nn plus 1, et il va falloir réordonner. Donc, il faut constater ça, toutes ces petites constatations préliminaires pour attaquer le petit a. Donc, 3, 4, 4, 4 va admettre 7, 8 comme racine carrée.
Alors bien sûr, hein, je le dis comme ça, il y a une façon, il y a des conventions, ça fait bizarre de dire ça, mais c'est une convention. Donc 7, ça va donner effectivement 3, 4, parce que c'est 3 fois 2 plus 1, hein, et 8, ça va donner 4, 4. Donc quand je vais mettre au carré lui, je vais bien obtenir ça. Voilà. Alors on le fait par une matrice de Jordan, mais maintenant, si on nous demande une matrice qui est semblable, qui est nilpotente, semblable à une matrice de Jordan, alors on le fait avec la bijection de 1. Là, par contre, on n'aura pas de racine carrée. Parce que là, ça commence par un 3. Donc déjà, si ça commence par un 3, on ne met pas de 0 ici devant. On n'a pas ce cas comme si ça commençait par un 1. Et donc le 3, 4 ne peut correspondre qu'à un bloc de Jordan de type 7, comme tout à l'heure. Et donc, ça nous laisse le 4, 6 ici, qui ne peut pas être un carré répertorié ici. Donc, on ne peut pas, hein, avec la technique qu'on a obtenue ici, avec ce qu'on obtient, obtenir un 3, 4, 4, 6. Maintenant, 1, 1, 1, 3, 3. Alors là, évidemment, il y a un piège, parce qu'on se dit il y en a 5, alors qu'à chaque fois, ça double. Et là, comme ça commence par un 1, on peut commencer par un 0. Donc là, il se met à y avoir un nombre pair d'éléments. Et en fait, 1, 2, 6, c'est une racine carrée. Donc là, j'ai mis racine carrée. Voilà. Et comme algorithme, voilà ce que je dirais. D'abord, si le nombre R est impair et que N1 est strictement supérieur à 1, c'est impossible. Donc si le nombre d'éléments ici est impair, là c'était possible parce que ça commençait par 1. Si R est impair et que N1 égale 1, ben, on remplace la suite en commençant par 0. Voilà. Et on continue maintenant. On ne dit pas si c'est possible ou pas possible. Maintenant, il faut continuer. Maintenant, on a un nombre pair, on a toujours un nombre pair d'éléments, et on regarde la différence entre chaque rang pair, par exemple ici, n de k moins, donc je vais dire que ça c'est le rang 1, le rang 2, le rang 3, 4, 5, 6. Alors là, on fait la différence entre les rangs pairs et les rangs impairs, ici, ça moins ça, ça moins ça, ça moins ça. Et si c'est strictement supérieur à 1, comme ici, ben ça interdit la possibilité. Et donc, il n'y a pas de racine carrée. Et si c'est 0 ou 1, eh bien, là, c'est possible et on répond pas. Voilà. Alors, attention, ça, c'est quelque chose que le problème ne fait pas remarquer, mais que je fais remarquer, c'est qu'on peut avoir plusieurs classes de conjugaison de racines carrées. Par exemple, si vous prenez 2n plus 2, ben vous allez avoir n plus 1 comme carré, d'accord, puisque 2n donne nn, et 2n plus 2 donne n plus 1, n plus 1. Mais si vous prenez 2n plus 1, 2n plus 1, ben ça va donner n plus 1, n plus 1. Donc, quand on réordonne, comme on a dit tout à l'heure, c'est n plus 1. Et c'est la même chose. Donc, si vous voulez, les racines carrées de n plus 1, n plus 1 vont déjà avoir deux classes de conjugaison. Et en fait, on se rend compte que si on prend n assez grand, on peut imposer autant de nombre de classes de conjugaison à la racine carrée d'une matrice. Voilà. Donc ça, c'est intéressant à remarquer. Et ça se prolonge avec les racines. Bon, il y a une théorie sur les racines KIM de matrices nilpotentes. C'est très combinatoire, hein, en fait. Voilà. On va passer maintenant à l'exercice 2.